Je vais essayer d'être rapide. Merci Eddy de me donner cette parole. Bonjour à tous et merci d'être là. La communauté de destin, la société culturelle sont les maîtres mots de la politique calédonienne depuis les années 90, dont se sont saisis nombre des écrivains, j'allais dire de l'époque, puisque les années 90 sont désormais assez loin, à la fois proches et lointaines. En effet, cette période a permis à une communauté littéraire de voir le jour et d'inscrire leur littérature dans la droite ligne du projet interculturel de l'accord de Nouméa, en dépassant les clivages communautaires des années 80 et de la période qu'on appelle dite des événements. Avec notamment, quand je dis qu'elle dépasse et qu'elle s'inscrit dans l'accord de Nouméa, je pense particulièrement au recueil de poésie Dire le vrai, coécrit par Dewey Gorodé et Nikola Kurtovic, et à la pièce de théâtre Les dieux sont borgnes, coécrite également par Nikola Kurtovic et Pierre Gop. Ces deux œuvres constituent des gestes forts d'écrivains kanaks et calédoniens qui renouvellent par la création littéraire le rapport à l'autre et appellent à fonder une société calédonienne multiculturelle, exprimant par la littérature la conscience, une conscience commune idéalisée. Je vais, moi, me concentrer pour cette communication à ce qu'on appelle la nouvelle génération d'écrivains, c'est-à-dire celle qui est née dans les années 80 et qui donc se fait jour en tant qu'écrivain au tournant des années 2000 et 2010. Cette nouvelle génération, elle est bercée dans les événements. C'est une génération que, pour reprendre l'appellation et l'expression qu'utilise la journaliste et documentariste Anne Pitoisé, elle appelle cette génération la génération Matignon, qui grandit dans le credo interculturel de leurs aînés. Aussi, il me semblait intéressant de voir comment leur littérature envisage le projet multiculturel de la Nouvelle-Calédonie et surtout comment ils donnent à voir ce projet, à la fois dans le portrait qu'ils dressent d'eux-mêmes et dans la façon dont ils reformulent leur identité, mais aussi dans l'observation de la société qu'ils s'emploient eux-mêmes à décrire par la littérature. Donc pour ce faire, je me propose d'interroger les textes poétiques et le slam de Paul Wameau à travers ces deux premiers recueils que sont Le Pleurnicheur, paru en 2005 aux éditions L'Herbier de Feu, et J'aime les mots, publié en 2008 par Grain de Sable et L'Herbier de Feu, il y a une coédition. Et en parallèle à cela, je souhaitais aussi proposer un début d'analyse, en tout cas, du premier roman de Vincent Vuibert qui s'intitule Chronique de la mauvaise herbe et qui, lui, paraît en 2013. Le choix de ces ouvrages, pour faire simple et rapide, sont, à mon sens, les plus emblématiques des 2 dernières décennies et ont marqué particulièrement les esprits, la scène littéraire. Donc, chef de file du slam en Nouvelle-Calédonie, Paul Wameau se fait connaître donc en 2005 avec la publication du Pleurnicheur et confirme sa puissance poétique avec le livre CD J'aime les mots en 2008. Excellent dans l'art de la déclamation, Paul Wameau offre à la littérature calédonienne une dimension nouvelle, nourrie d'une esthétique urbaine, donc celle qui voit naître le slam évidemment à Chicago dans les années 80, et qui, mondialisation oblige, va se propager dans tous les grands centres urbains pour devenir un véritable renouveau de la pratique poétique. Mais cette nouvelle dimension qu'offre Paul Wameau, performant dès le Pleurnicheur ses textes, ne manque pas de rappeler évidemment la tradition orale dont tout kanak est issu. Pour autant, ce réinvestissement de l'oralité kanak dans la pratique poétique nouvelle qu'est le slam, au début des années 2000, traduit, à mon sens, une reformulation identitaire et une vision de la société calédonienne. Donc de l'affirmation kanak et de la revalorisation de la culture ancestrale des années 70 et 80 et de la nécessité de l'ouverture à l'autre promulguée par Dewey Gorodé autour de l'accord de Nouméa et donc des œuvres coécrites avec Nikola Kurtovic, Paul Wameau rompt en affirmant une identité kanak nouvelle, résolument jeune, urbaine et mondialisée et d'une certaine manière aussi dépolitisée. Une identité qui résulte évidemment des différents bouleversements de la société que la société calédonienne a connus et notamment et évidemment aussi le monde kanak. Je pense particulièrement évidemment à la période qu'on appelle les événements et au manque
de développement économique de l'intérieur et des îles, de l'avant-rééquilibrage, qui génère évidemment le fort exode rural des Kanaks vers Nouméa, et qui va faire que justement Paul Wameau grandit à Nouméa. C'est une identité qui est également choisie en rupture avec la bipolarité de la génération précédente. Pour donner un exemple concret, le Pleurnicheur s'ouvre sur 2 courts poèmes. Le premier, Loin des bruits, et je vous le donne. Loin des bruits comme un secret, cet instant ivre comme le vent, à ne savoir ni pourquoi ni même comment, juste l'entendre, le suivre puis s'oublier. Et ce poème est suivi d'un autre qui s'intitule J'ai choisi. J'ai choisi le camp sans porte, ou encore l'indéfini. À ma naissance, sur mon ethnicité, il y avait écrit ceci, monde. Il y a bien une rupture affirmée d'emblée par le jeune poète dans cette ouverture du recueil qui peut se lire dans les 2 titres comme Loin des bruits, j'ai choisi, c'est-à-dire, autrement dit, par une prise de distance délibérée qui lui permet de s'éloigner d'une conscience de soi, sans doute trop imposée dans l'affirmation ou dans la revendication identitaire kanak des aînés, et le choix d'une ouverture ou plutôt d'une dépolitisation, je cite, le camp s'emporte, ou encore l'indéfini. Paul Wameau hésite donc entre une non-définition et la définition plus globalisante de ce qu'il appelle son ethnicité, là encore je reprends ces mots, en la plaçant sous la bannière du monde, qui est particulièrement mise en exergue dans le poème puisqu'il est mis à la ligne en retrait et en italique. Donc, Kanak en rupture, Paul Wameau l'est sans aucun doute en rejetant les étiquettes identitaires qu'il dénonce de manière récurrente dans le poème, avec un autre poème qui s'intitule L'épithète, où il écrit un écriteau s'est accroché sur mon hamac, à l'encre réfractaire il y est écrit « Tu es Kanak », imposé par des a priori que la peur perdure, par une masse de mules en perte de sa culture. Je vous passe la suite, mais je pourrais éventuellement vous la donner ensuite si besoin. L'identité alors n'est plus brandie mais vécue comme un lest qui entrave la liberté et est imposée par une société bipolaire, celle, je cite, des a priori de la peur que la peur perdure, autrement dit des Européens, et l'autre, je cite toujours, celle de la masse de mules en perte de sa culture, autrement dit, on y voit là celle des Kanaks déculturés. Le jugement est sévère donc pour la communauté kanak qui est réduite à la masse, qui elle encore considère le poète de façon ambivalente puisqu'elle considère comme un kanak qu'il faut enjoindre à mieux affirmer son identité, mais aussi comme un kanak incomplet. Dans la suite du poème, il dit encore que quand pour cette masse, je le cite, quand pour cette masse, je ne suis qu'un tapéras sans dos. Paul Wameau, donc, est né à Lifou en 1981, mais il a grandi dans un environnement urbain des 83, donc à Rivière-Salée. Sa poésie est de fait marquée par la déculturation et l'oubli de l'amnésie traditionnelle, qui est un des titres des poèmes de son recueil. Je cite encore aux pages pucelles de l'histoire qu'il énonce. Et qui est l'amnésie finalement de la jeunesse kanak, de Kanaki Junior, qui pour faire encore allusion à l'un de ses textes. La jeunesse apparaît donc comme un autre des thèmes centraux des 2 recueils, dans la multiplication évidemment des évocations de cette jeunesse, mais aussi de la naissance du poète lui-même, de la référence familiale à la mère entre autres. Le jeune poète regarde donc la jeunesse et s'adresse à elle dans un même temps, avec les codes de celle-ci. Je vous donne encore l'exemple d'un poème intitulé « 2 poèmes » avec 2 en chiffres, qui est sous-titré 24 septembre 1854, 24 septembre 2003, et dans lequel il est écrit « À cette génération qui se cherche dans le temps, mais aussi dans les hommes ». Et le poème dit ceci: « Dernièrement, un jeune homme, interrogé par un journaliste, avouait son ignorance au sujet du 24 septembre ou même de l'accord de Nouméa. Il ne savait pas ce que représentait ce jour ou cet accord. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il n'est pas le seul. » Il en révèle donc la perte de mémoire, le déracinement, tant cette jeunesse urbaine est selon lui déracinée de la terre,
autrement dit, ayant rompu le lien si fondamental qui unit les Kanaks donc à la terre. Il montre, non sans ironie, que ces jeunes Kanaks urbains dont il fait partie sont exclus d'une société dite traditionnelle, selon ses mots, remettant par dite traditionnelle en cause la traditionnalité qui semble dès lors plus revendiquée que réelle en 2005. Cette rupture est à la fois subie par l'implantation en milieu urbain donc des parents et le déracinement consécutif, et dans le même temps, cette rupture fait émerger l'individu kanak. Donc chef de file, encore une fois, de cette jeunesse acculturée, Paul Wameau n'hésite pas à se dissocier d'une certaine manière de la communauté kanak elle-même en faisant prévaloir l'expression d'un « je », c'est-à-dire de la première personne du singulier, celle d'un individu kanak et non du groupe. Sa poésie se construit par une expression de l'intime, du questionnement de soi, désolidarisé encore de la communauté, qui recherche une autonomie propre de soi. Je me réfère encore à la deuxième strophe du poème Amnésie traditionnelle, où Paul Wameau dit « Dans mes souvenirs craquent, dans mon crâne plein de craques, d'où je viens, qui je suis, seul maître de mon destin, cavalier solitaire, seul je fais mon chemin. » Point de destin commun donc pour qui chemine seul et déploie tout au long de ces textes paroles, un jeu entre je et moi-même. Ainsi, Paul Wameau semble vouloir forger une identité nouvelle qui, sans toutefois se départir entièrement de la culture kanak à laquelle il appartient, et dont la langue Jéhu est un des points d'accroche essentiels, il marque dans son l'ancrage linguistique et donc culturel que constitue le Jéhu n'empêche pas Paul Wameau de clamer une identité plus vaste que l'identité kanak elle-même. Avec le texte « Je suis noir », il s'inscrit dans une forme de négritude, entre guillemets, dans laquelle il inscrit l'océan Pacifique, mettant côte à côte, noir d'Afrique, noir d'Océanie, selon ses mots, revenant ainsi à une revalorisation plus générale des cultures, des valeurs noires, et tentant de tordre le cou au cliché du noir sauvage qui est totalisant, englobant. Ainsi, le noir est brandi, revendiqué et dépasse l'affirmation identitaire kanak pour englober un mouvement plus vaste et plus mondialisé. Toutefois, Paul Wameau ne semble pas exclure la dimension multiculturelle de la Nouvelle-Calédonie en proposant un abécédaire de français calédonien. Donc de A jusqu'à Z, Paul Wameau recompose un alphabet, certes latin, mais dont chacune des lettres renvoie à une expression ou une onomatopée partagée par l'ensemble des communautés calédoniennes. Donc de A comme Aou, AB comme Bincessa, S comme Sebdental, etc. Donc on est hors de la communauté kanak, mais bien dans une multiculturalité, enfin en tout cas un code commun. Donc la jeunesse calédonienne, dans sa représentation et la question de son identité ne reste pas l'apanage du slam. Elle devient donc tout au long des années 2000 et 2010 l'un des thèmes explorés par les écrivains de cette nouvelle génération, et parmi eux, Vincent Vuibert retient également l'attention dans la société multiculturelle des marges qu'il donne à voir. Donc, et je vous ai, dans mon emportement, rien montré du PowerPoint, comme à mon habitude. J'en suis désolée. Je vous montre le plan qui arrive. Donc, choisissant de placer son récit sous la forme de chronique, Vincent Vuibert ancre celui-ci dans une réalité sociale qu'il identifie. Il livre une peinture d'une société urbaine gravitant aux marges, à la fois géographiques évidemment, et là je renvoie à un article déjà, à des recherches effectuées par Eddy Banaré ici même, et évidemment économique de la capitale nouméenne. Les chroniques de la mauvaise herbe décrivent une société culturelle en marge, dans une société calédonienne clivée socialement, géographiquement et économiquement. Elle tisse un réseau de personnages aux identités tantôt floues, tantôt précises, une bande de copains qui représentent les types calédoniens, qui frôlent même parfois la caricature, tant le multiculturalisme est emblématique. Il y a Tin Tien, le Vietnamien dont la BMW noire symbolise l'accomplissement sur le marché du cannabis, le Saxo, le métis aux dreadlocks, Bloom, le Calédonien de brousse, rustique et bagarreur, dont les parents ont été expropriés par les indépendantistes pendant les événements, Ital, qu'on devine sans doute kanak de la Grande Terre, qui est un personnage relativement flou,
Mais en revanche, son alter ego Luca, dont le surnom confirme l'identité kanak, et dont on sait l'origine des îles Loyauté, par une différenciation qu'impose le personnage Ital lui-même. Donc il y a une société kanak qui est elle-même subdivisée à l'intérieur et qui est présentée comme telle par les Kanaks eux-mêmes, en tout cas les personnages kanaks. Et puis le personnage de Bois Noir, qui est le narrateur, qui est celui qui est né ailleurs, mais qui a grandi à Nouméa, et donc le narrateur principal des chroniques. Les personnages représentent donc la diversité des communautés en présence et qui font la société calédonienne d'aujourd'hui. Ils sont assez dissemblables, néanmoins ils présentent quelques dénominateurs communs. Donc dans cette bande, il y a des dénominateurs communs, c'est-à-dire l'appartenance à une classe sociale plutôt populaire, voire défavorisée, ou en tout cas résidant dans les quartiers nord de Nouméa, et particulièrement à Rivière-Salée, qui est évoqué de manière plus ou moins implicite. L'autre dénominateur commun de cette bande, c'est la consommation régulière de cannabis, dont l'approvisionnement apparaît comme une quête permanente, la consommation évidemment de cava et parfois d'alcool acheté en contrebande. Vincent Vuibert décrit donc dans son ouvrage un multiculturalisme de la lisière reposant sur donc des personnages qui sont aux limites de la société, à la limite de la délinquance, mais aussi de la ville. Et autour de ceci gravite encore un autre réseau de personnages plus secondaires, jeunes ou vieux, rencontrés lui-même aux frontières de la ville, dans les squats ou dans les nakamal. Un Vanuaté, un vieil Indonésien qui tient un nakamal. Les femmes particulièrement sont plutôt jeunes, mais leur appartenance culturelle reste assez floue. On croise évidemment dans les chroniques des Wallisiens consommateurs de cava, des métropolitains fraîchement débarqués qu'on appelle, je cite, tête de fromage des quartiers sud. Et tout cela marque, dans l'opposition géographique et territoriale, les sociétés clivées du nord populaire, multiculturel et océanien, et du sud riche européen. Et là aussi, encore, je me réfère à cet article d'Eddie Banaré. Donc, outre le réseau de personnages principaux et secondaires, le multiculturalisme calédonien se trouve également réaffirmé dans le propos du narrateur lui-même, puisque Bois Noir établit une description de la tenue du vieux Saki, qui est le vieil Indonésien qui tient le nakamal, et dont il dit « Son short bleu est couvert de taches de peinture, mélange de centaines de couleurs, désormais impossible à identifier. » Et le narrateur continue en s'interrogeant presque en aparté, en disant de ce short, peut-être un juste rappel du mélange improbable de nos territoires. Les personnages des chroniques semblent encore empêchés d'intégrer la société et la sphère économique par leur statut de jeunes de Nouméa qui leur vaut une forme de relégation à la marge. Par ailleurs, cette société multiculturelle qui apparaît très désenchantée porte, en tout cas sous la plume de Vincent Vuibert, le fardeau de sa mémoire. La défiance qui est née dans le traumatisme des événements semble se transmettre de génération en génération et se retrouve jusque dans les bagarres rangées des jeunes sur Lansvata. Le narrateur des chroniques, dans un chapitre intitulé « Territoire », se place dans le rôle du Candide et met en relief le paradoxe d'une amitié impossible ou rendue impossible, mais pourtant réelle, entre Bloom, le Calédonien, donc fils de Broussard exproprié pendant les événements, et un autre personnage qui s'appelle Ounin Poroudé, dont le nom fictif rappelle les consonances, en tout cas des noms de la Grande Terre. Donc les séquelles de l'histoire font perdurer les difficultés du multiculturalisme. Cette difficulté mémorielle des origines calédoniennes est évoquée par ailleurs, avec notamment celle des Bagnards, qui apparaît dans un parallèle établi avec les mues successives de la ville. La mémoire est donc considérée par le narrateur comme l'un des facteurs du clivage de la société contemporaine, et les mues de la ville ne permettent pas l'oubli de cette histoire et n'effacent pas le clivage sur lequel se construit la population calédonienne. Je vais conclure. Je vais conclure. Les années 2000 voient donc éclore cette nouvelle génération d'écrivains qui, bien qu'enfants lors de la période des événements, semblent hériter de la problématique identitaire de leurs aînés. Ces derniers se démarquent toutefois par un ancrage particulier, celui de la ville, de la culture urbaine, qui se développe à mesure que l'agglomération nouméenne, elle aussi, grandit.
par la reformulation de leurs identités et par la rupture avec la vision idéaliste de leurs aînés, je pense évidemment toujours à ces gestes de coécriture, ils présentent la ville comme un espace commun, celle de la société multiculturelle urbaine, dans laquelle les anciens clivages communautaires ont été remplacés par d'autres d'ordre plus économique et d'ordre surtout générationnel. Je vous remercie pour votre attention.